tous. Ce matin, on voulait vous partager cet article de la Boucle Média qu'on trouvait très intéressant et qui s'intéresse à la tendance du zéro UI ou quand l'interface devient invisible. C'est un mot, une expression, zéro UI, dont on entend de plus en plus parler en ce moment, même si ce n'est pas un phénomène nouveau. Et donc ça nous semblait intéressant de parcourir ensemble cet article et voir comment il approche le sujet. Donc, le premier constat, c'est que le fait de taper, de scroller, de cliquer et donc d'avoir des interactions physiques avec un écran de portable ou d'ordinateur, ça pourrait bientôt être aussi archaïque que le fait d'envoyer un fax, qui est quelque chose que beaucoup d'entre nous aujourd'hui n'ont pas connu. Et donc cet article, il propose un exercice de projection, dans un moment pas si lointain où les expériences seraient devenues si intuitives, si fluides et si naturelles que l'interface en disparaîtrait. Et c'est donc ce qui s'appelle le zéro UI, qui va remplacer des interactions avec des écrans par des interactions plus naturelles, plus intuitives, où on interagit presque sans y penser, de manière vraiment très naturelle. Donc le zéro UI, qu'est-ce que c'est? Ça signifie, comme vous l'avez peut-être compris, zéro interface utilisateur. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro expérience, mais que l'interaction devient invisible, très naturelle, qu'on n'a plus à y penser ou à se poser des questions. Ça peut reposer notamment sur de la commande vocale, des gestes, des automatismes en lien avec l'intelligence artificielle ou des objets connectés qui vont anticiper vos besoins, vos habitudes et vos manières de fonctionner. Donc il y a déjà beaucoup d'exemples qui existent, que l'on connaît tous, sans se rendre compte forcément que c'est ça du zéro UI. Donc par exemple le fait de parler à une enceinte connectée sans la toucher, de déverrouiller son téléphone avec son visage, ou encore d'utiliser une carte bancaire en sans contact. On remarque quand même que pour l'instant, ces exemples de zéro UI sont quand même principalement liés à des objets physiques et une interaction physique avec quelque chose. Ça sera intéressant de voir par la suite si ça peut se développer à d'autres écosystèmes. Le principe donc de ce zéro UI, ça va être de minimiser la friction au maximum et de faire en sorte que la technologie s'efface derrière l'usage, qu'on n'ait plus besoin de penser à comment utiliser cette technologie, juste on fait notre activité. Donc pourquoi on en parle de plus en plus aujourd'hui? Alors, même si c'est pas quelque chose de complètement nouveau, puisque les exemples cités auparavant, ça fait longtemps qu'ils existent, il y a plusieurs enjeux auxquels répondent le fait de ne pas avoir d'interface ou d'avoir moins d'interfaces et d'interactions avec des interfaces. Le premier point, c'est la fatigue visuelle et cognitive. Et l'objectif, c'est de la réduire, justement. Puisque, en fait, on le sait tous, on est vraiment saturé de notifications, de sollicitations par rapport à nos écrans, aux communications que l'on reçoit sur ces derniers. Et donc, le principe du zéro UI, c'est de promettre une interaction qui va être plus fluide, plus moins naturelle, et donc qui va moins nous solliciter, puisque c'est nous qui allons naturellement la solliciter au moment où on en a besoin, sans être attiré par plein de notifications et de choses visuelles à gérer. Ensuite, il y a des avancées technologiques plus récentes qui nous permettent aussi de plus en plus d'aller vers le zéro UI. Puisque toutes ces technologies, comme la reconnaissance vocale, l'IA prédictive, la biométrie, c'était des choses qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas toujours assez mûres et fonctionnelles pour pouvoir vraiment les utiliser au quotidien. Aujourd'hui, c'est des technologies qui sont de plus en plus avancées, de plus en plus poussées, qui ont de plus en plus de place dans nos quotidiens et qui sont fiables et qu'on peut maintenant utiliser vraiment beaucoup, sans crainte. Donc ça nous permet de tendre de plus en plus vers des interfaces diminuées. Ensuite, le troisième point, c'est l'obsession de la simplicité. Ça, c'est le cas dans tout type d'interaction avec un produit ou un système ou un écosystème, mais le zéro UI va dans cette démarche-là, c'est qu'on n'a plus envie d'apprendre comment fonctionne un produit. On n'a pas envie de passer du temps à lire un manuel utilisateur ou à avoir des parcours d'onboarding qui vont nous expliciter comment faire telle ou telle action. On veut faire quelque chose directement, simplement, intuitivement, sans se prendre la tête. Et donc, les parcours en zéro UI sont des parcours qui ont été pensés pour simplifier la complexité au maximum pour qu'on puisse se l'approprier sans se poser de questions. Et enfin, le dernier point cité ici, ce sont des enjeux d'accessibilité grandissants.
Effectivement, le fait d'utiliser un ordinateur, un smartphone ou tout autre objet numérique, c'est pas simple pour tout le monde, notamment pour les personnes par exemple malvoyantes ou avec d'autres handicaps permanents ou temporaires. C'est des objets qu'on peut pas forcément utiliser au même niveau d'égalité pour tous. Et donc le fait de penser les interfaces autrement peut ouvrir tout un tas d'interactions à d'autres personnes qui sont aujourd'hui parfois plus limitées ou handicapées sur l'usage de ces services. Toutefois, il y a quand même un certain nombre de défis, vous vous en doutez. Ça fait un petit peu rêver sur le papier, mais en fait, en pratique, manœuvrer chaque plateforme par une commande vocale, c'est pas si simple que ça. On se rend compte qu'il y a plein d'enjeux derrière ça. Déjà, nous, en tant qu'utilisateurs, on aime le contrôle. On aime pouvoir gérer ce qu'on fait, savoir quand on passe à la suite, pouvoir annuler et retourner en arrière, avoir quelque chose d'identifiable facilement et visuellement. Et donc, quand on a moins ce contrôle qui est perçu, parce que on interagit plus naturellement ou plus automatiquement avec l'interface, bah, on peut être un peu perdu, voire même pas rassuré par le fait qu'on a l'impression de moins pouvoir contrôler ce qui se passe. Le deuxième point, le deuxième défi, c'est des inégalités d'accès. On parlait d'accessibilité et d'enjeux d'accessibilité juste avant, et c'est vrai que pouvoir contrôler une plateforme par la voix ou par les gestes, bah, ça va être beaucoup plus inclusif pour des personnes non-voyantes, mais par contre, c'est beaucoup moins inclusif pour des personnes qui vont être muettes ou qui vont avoir un handicap physique, qui vont limiter leur mouvement. Donc, ça ajoute de l'accessibilité pour certaines personnes, mais ça en enlève pour d'autres. Donc il faut pouvoir anticiper tous ces cas et proposer des alternatives actionnables pour toutes les personnes, peu importe leurs conditions d'accès aux services numériques. Et enfin, le troisième défi, c'est une complexité UX accrue. En fait, plus l'expérience utilisateur semble naturelle et simple, plus on le sait, il y a eu beaucoup de réflexion et de complexité à simplifier le plus possible derrière. Et donc, concevoir une expérience 0UI, c'est extrêmement complexe au final. Il faut anticiper plein de cas spécifiques, plein d'erreurs, sachant qu'on ne peut pas montrer ces choses visuellement sur une interface, puisqu'on n'y a pas ou peu d'interface. Et donc, c'est un vrai challenge de conception sur lequel nous, on doit avoir un poids et se pencher, et c'est pas simple dans tous les cas. Donc il y a quand même quelques exemples de marques qui ont testé et plus ou moins réussi le défi du 0UI. Donc bien sûr, on a parlé de Google Home, de tous ces objets connectés. Il y a aussi par exemple Nuki, qui est une serrure connectée intelligente. On la connaît, nous, chez La Grande Ourse, puisque c'est ce qu'on utilisait dans nos précédents locaux. Mais on n'a pas besoin de clé, on a juste tous une application et quand on est à proximité de la porte, elle se déverrouille. Alors justement, pour l'avoir testé, on sait qu'il y a encore des limitations techniques parce que parfois ça ne marche pas et on a beau essayer 2 ou 3 fois, on galère à ouvrir la porte. Donc on voit que ces 0UI se démocratisent de plus en plus et ont plein d'intérêts et d'usages hyper intéressants pour nous tous, mais qu'il y a encore des défis. Il y a aussi l'exemple d'une brosse à dents connectée qui détecte en temps réel les mouvements de brossage et ajuste son intensité. Ou encore l'exemple d'un lit qui s'ajuste en termes de fermeté et de température sur vos mouvements nocturnes sans que vous ayez à faire d'action. Donc il l'ajuste vraiment pour votre confort sans que vous ayez à y réfléchir. Ou encore les exemples de Philips Hue qui vont créer une lumière contextuelle selon l'heure du jour, selon votre présence, selon le rythme de sommeil, donc de manière pareille, automatique en fonction de ce qu'il détecte, sans avoir besoin de paramétrer ça par une application ou d'utiliser un interrupteur. Donc là encore, comme je le disais au début, on remarque que tous ces exemples, globalement, c'est des objets connectés. La question qu'on se pose, que je me pose, c'est que à quel point la 0UI peut s'appliquer à d'autres champs, d'autres activités qui seraient peut-être un petit peu moins anecdotiques ou un petit peu moins accessoires. Parce que c'est vrai que tous ces exemples-là, ben, si on a un regard un peu critique, ça reste un petit peu des gadgets pour l'instant. On peut s'en passer, alors oui, c'est un peu sympa, un peu rigolo, ça peut ajouter une certaine dose de confort, mais c'est pas ça qui va révolutionner notre vie. Et peut-être qu'en fait, c'est dans des champs différents, comme peut-être dans l'industrie, où les ouvriers n'ont pas forcément toujours leurs mains disponibles pour faire telle ou telle action,
le 0 UI va avoir un impact encore plus fort et encore plus intéressant pour leurs utilisateurs, plutôt que d'être dans du gadget comme ici. Donc là, on est curieuse de voir ce que ça va pouvoir donner dans le futur pour ces champs-là. Donc globalement, si on conclut un peu ce que dit cet article, le 0UI c'est hyper intéressant, hyper captivant, mais ça demande plus d'efforts de design, plus de scénarios anticipés, plus d'inclusivité, donc c'est un vrai défi sur lequel il faut se pencher et qu'on ne doit pas prendre à la légère.